Bien, nous allons passer maintenant à la seconde partie, à nouveau et toujours sur Salamandre TV, avec Françoise Bonnardel, pour la sortie de son livre Prendre soin de soi, enjeux et critiques d'une nouvelle religion du bien-être aux éditions Almora. On le voit bien, voilà. Notre petit entretien a suscité quand même quelques questions que je vais vous soumettre en vrac, sans ordre apparent. Première question d'Élise. Françoise, certes, vous êtes jungienne, mais ne pensez-vous pas que le livre de Freud, Malaise dans la civilisation, est plus que jamais actuel? Je réponds question par question. Oui. Oui, je vous les pose D'accord. au fur et à mesure, oui. Oui, écoutez, je suis jungienne, mais je ne suis pas sectaire et je lis Freud, hein. Et j'apprécie dans Freud ce qui me semble absolument incontournable. Et je pense que Malaise dans les civilisations fait partie des livres incontournables. Je ne suis pas d'accord sur toutes les réponses de Freud, mais il n'empêche que c'est une des premières fois où la question de ce malaise a été abordée par quelqu'un, je dirais, qui était autorisé pour cela, c'est-à-dire qu'il voyait arriver dans son cabinet de consultation les hommes et les femmes qui étaient directement victimes de ce malaise, qui le vivaient profondément. Et à cet égard, le malaise dans la civilisation, tout comme l'avenir d'une illusion dont je ne partage pas toutes les thèses, mais le problème n'est pas là. Si on devait ne lire que les livres avec lesquels on est à 100% d'accord, on ne lirait plus grand-chose et ça, ce serait totalement inintéressant. Mais par contre, je pense, si vous voulez, que ce qui me distinguerait de Freud sur ce plan-là, et non pas forcément parce que je me réfère à Jung, mais c'est le pessimisme de Freud dans cet ouvrage. C'est-à-dire qu'au fond, la leçon qu'il tire de cette je dirais, de ce conflit quasiment insoluble entre principe de plaisir et principe de réalité, c'est que l'individu pourra au mieux trouver une espèce de compromis acceptable qui lui permettra d'accepter la limitation de ses pulsions qui ne pourront jamais de toute façon être assouvies dans une société comme la nôtre. Alors, ce qui m'en distingue, je ne veux pas être trop longue, mais ce qui m'en distingue, c'est le fait que je pense, et ce n'est pas seulement à travers Jung, mais à travers certaines sagesses, comme le taoïsme ou le bouddhisme, euh, ou même aussi, je pense à la pratique de l'hésychasme dans la tradition orthodoxe chrétienne, je pense qu'il y a d'autres moyens de travailler sur ces pulsions et non pas forcément de les réprimer, mais de les transformer. Et c'est ce qu'enseigne en particulier à faire la pratique du tantra, à supposer qu'elle soit accessible aux Occidentaux. Donc, si vous voulez, je suis assez d'accord sur la nécessité du diagnostic qu'a fait Freud, mais je ne suis pas d'accord sur le pessimisme et la solution ultime qu'il propose, parce que je pense qu'il y en a d'autres. Voilà, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner une explication, une définition du terme échysiasme que vous avez employé? Alors, les icasmes, c'est la prière du cœur, n'est-ce pas? C'est la pratique, on peut dire, quasi méditative qui a été, qui est le propre, qui était le propre des moines dans la tradition des pères du désert. C'est une pratique de la respiration et de la prière associée à la respiration qui procure un calme intérieur et qui porte le croyant à, je dirais, à respirer à l'unisson du Christ et qui a, disons, un effet pacifiant euh, qui procure un repos intérieur. Et c'est pour ça d'ailleurs que on parlait également des pères du désert comme des pères neptiques, Oui. ceux qui pratiquaient la sobriété du cœur et qui acquéraient ce calme intérieur. D'accord. Russe vous demande, dans notre société, l'entreprise confond de plus en plus sciemment le marché du soin avec l'univers de la beauté et de la jeunesse. À Ouais. l'opposé, la figure du philosophe privilégie la vieillesse de l'expérience, du non-paraître et de la sagesse. Selon vous, est-ce que l'erreur ne pourrait pas d'abord être le problème de non-médiatisation des véritables philosophes? Ah!
Ben, alors là, c'est un vaste débat que Oui. vous proposez, hein. Il y a au moins deux questions. Il y a au moins deux questions mais elles sont toutes les deux intéressantes. Bon, alors, il faut être conscient que, si vous voulez, cette image jeunesse-vieillesse, la postmodernité cherchant à tout prix euh, les performances dont est capable la jeunesse, et l'image antique du philosophe nécessairement vieux, bon, c'est peut-être quand même un petit peu un stéréotype. Il y a fort heureusement aujourd'hui des philosophes jeunes, talentueux, qui n'ont pas nécessairement besoin d'attendre d'avoir 80 ans pour prendre la parole. Bon. Donc, si vous voulez, je vous incite quand même à revoir quelque peu ce schéma. Euh, je préférerais parler de maturité que de vieillesse, parce que vous savez, jeunesse, vieillesse, il y a des gens de 20 ans qui ont l'air de petits vieux, etc. Bon, et vice-versa. Je préférerais parler de maturité. Or, la maturité, curieusement, c'est pas une question d'âge. Bien sûr, ça vient avec l'âge. Ça vient ou ça vient pas d'ailleurs, hein. Mais c'est censé venir avec l'âge. Mais il y a des gens jeunes qui ont une maturité incroyable. Et je trouve que dans une époque aussi déboussolée que la nôtre, moi, ce qui me frappe, c'est le fait que, à tous, hein, mais quelques jeunes gens et jeunes filles sont dotés naturellement d'une espèce de maturité extraordinaire. Bon, maintenant, quant à savoir si les vrais philosophes ne sont pas suffisamment médiatisés, oui, ça c'est sûrement, mais c'est une question piège aussi, parce que dans les philosophes très médiatisés, il y en a des bons, malgré tout, et puis il y en a des nuls, et je dirais autant dans les non médiatisés. C'est pas non plus parce que la médiatisation insuffisante, c'est pas une gage, le gage que vous êtes un bon philosophe pour autant. Mais la question que vous posez est néanmoins intéressante. Parce qu'elle sous-entend et elle dit même que à partir du moment où on fait de la bonne philosophie, de la vraie philosophie peut-être, la question de la médiatisation va de toute façon se poser parce que c'est extrêmement difficile et rendons hommage de ce point de vue-là à Salamandre et à Baglis de permettre des entretiens longs, dits sur des sujets parfois difficiles que Oui. les médias n'acceptent pas parce qu'ils prétendent que ça n'est pas suffisamment grand public. Je pense que c'est d'ailleurs mépriser le grand public qui vaut beaucoup mieux que ça et qui souvent d'ailleurs aimerait bien entendre autre chose. Alors, vous savez, sur ces deux questions, je pense qu'il faut être prudent pour ne pas schématiser les choses, mais je pense que chacune d'elles comporte une part de vérité, effectivement. Tout à fait. François Régis vous demande, en rapport avec votre ouvrage, hein, quelle Oui. responsabilité le corps politique de notre pays ou de l'Europe porte-t-il dans ce que vous dénoncez? Je ne sais pas, alors, est-ce que c'est le corps politique je me demande s'il est encore connecté à quelque réalité que ce soit, si vous voulez, le problème du corps politique. Je crois Ah, qu'il est déconnecté. Donc, ce problème ou un autre, je pense que c'est pareil, hein. Il est déconnecté de tout. Il vit dans sa sphère, dans sa stratosphère, et il va d'ailleurs sûrement le payer très cher tôt ou tard. Euh, je dirais plutôt que ce sont les élites, vous savez, ceux qu'on appelle les décideurs. J'aime bien cette expression, les décideurs, n'est-ce pas? Les élites qui ont les manettes de l'économie en main, vous savez, qui est-ce qui dirige aujourd'hui? Est-ce que ce sont les grands dirigeants d'entreprise, les gens du CAC 40, ou est-ce que ce sont les politiques? Donc, je pense que vous prêtez encore beaucoup trop de pouvoir aux politiques, alors qu'il me semble qu'ils en ont de moins en moins, et que par contre, il faudrait peut-être plutôt orienter votre question, qui en soi est intéressante, du côté des gens qui ont en main les pouvoirs, et ce sont actuellement, ce sont les dirigeants dans l'ordre de l'économie et des médias. De l'économie et des médias, puisque maintenant, et ça se rejoint d'ailleurs souvent, puisque maintenant, effectivement, les groupes de pression médiatique sont dotés de pouvoirs considérables. Alors tout à le fait. problème que je pose dans mon livre, écoutez, si cette question arrive jusque dans la stratosphère politique, on pourra dire que c'est déjà un événement.
mais je n'y crois pas. D'accord. Catherine vous demande justement, Françoise, merci pour ce brillant échange. Pour suivre votre carrière, entre guillemets, depuis plusieurs années et vos ouvrages aussi, j'ai l'impression que 2016 marque pour vous une sorte de virage. Un virage dans le sens où vous vous autorisez à présent à évoquer les affaires contemporaines. J'en Oui, veux c'est pour vrai, preuve cet ouvrage chez Almora, mais aussi un récent article paru dans le journal Causeur. tout à fait. Seriez-vous d'accord avec le mot que j'emploie, celui de virage, en 2016 pour vous? Et pensez-vous donc qu'il y a une sorte d'urgence actuelle, une urgence qui expliquerait ce virage? Écoutez, d'abord, bravo pour la formulation de la question. Elle est remarquablement claire et formulée, et je m'y retrouve tout à fait. Donc, je suis d'accord avec vous, mais j'ajouterais que vous savez, les virages, on les prend, j'allais dire qu'on s'aperçoit qu'on les a pris quand ils sont pris. Je pense pas que c'est délibéré. On se dit pas un jour, ah oui, je vais changer, etc. Non, il y a une maturité. Un éditeur que j'ai rencontré récemment m'a parlé, j'ai beaucoup aimé cette expression de maturité des situations, de maturation des situations. C'est tout à fait ça. Je crois que d'abord c'est une question de trajet personnel, effectivement, de maturité, de maturation, mais c'est aussi et peut-être que cet ouvrage justement qui est parti au fond d'une conférence que j'ai faite l'année dernière sur souci de soi, souci du monde, les choses s'enchaînent comme ça et les livres sortent souvent d'événements dont on n'aurait pas pensé qu'ils allaient accoucher d'un livre. Oui, je suis d'accord, il y a un virage, j'ai moi-même conscience de le prendre et je cherche actuellement et je suis sensible au fait que vous ayez fait le lien avec la chronique qui est sortie dans Causeur. Il y en a d'autres d'ailleurs en préparation et elles sont publiées sur mon site. Euh, j'ai envie effectivement de parler de l'urgence contemporaine, de certaines questions contemporaines, mais je cherche comment en parler. Et c'est ce qui est en train de se jouer dans les chroniques que j'écris et que je prends d'ailleurs un plaisir fou à écrire, je dois dire. Donc j'espère que ce plaisir sera communicatif parce que c'est un ton, c'est un registre que je n'avais pas exploité jusqu'à présent et dans lequel je me trouve, disons, il y a une certaine jubilation. Et écoutez, la jubilation est une chose trop bonne à prendre quand elle se présente pour qu'on fasse la fine bouche et qu'on ne l'apprécie pas. Je cherche comment en parler. C'est-à-dire que si vous voulez, je ne veux absolument pas être accro à l'info. Vous voyez ce que je veux dire? Accro à l'info, c'est-à-dire se lever le matin et commencer à se dire, mon Dieu, de quoi je vais parler dans la journée, c'est absolument le sort du monde en dépend. Non, je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Donc, je laisse l'info se décanter et j'attends qu'un événement, parfois anodin, suscite l'envie de rebondir et d'en tirer quelque chose que les informations ordinaires ne donneront pas. À mon avis, c'est ça le sens d'une chronique. C'est de rebondir sur l'info pour lui faire dire davantage que ce qu'elle a l'air de dire. Et là, j'ai l'impression d'exercer mon métier de philosophe de manière totalement pleine et entière. Mais encore une fois, merci beaucoup parce que votre témoignage, c'est plus qu'une question, c'est un témoignage, me conforte. Vous savez, c'est très important le retour qu'on a. Ça me conforte dans la visibilité qui commence à se faire jour de ce virage. Donc, je vous en remercie très sincèrement. Très bien. Toujours dans cette veine philosophie et médiatisation, Patricia vous demande, bonjour Françoise, une question qui n'est pas en rapport avec votre ouvrage, mais plus générale. Que pensez-vous du fait qu'actuellement les médias demandent de plus en plus à des penseurs, je pense à Éric Zemmour, à Alain Finkielkraut ou Michel Onfray, de nous aider à décrypter l'actualité? Est-ce une bonne chose selon vous ou cela confirme-t-il le stress que nos contemporains ressentent actuellement tel que vous l'avez évoqué? Merci. Ben, ça aussi, c'est une bonne question. Mais comme toutes les bonnes questions, elles appellent une réponse nuancée. Alors, vous voyez déjà, ça, c'est la première difficulté de la médiatisation. Il faut du temps. Pour donner une réponse nuancée, il faut prendre le temps d'argumenter. Et il ne faut pas des réponses à l'emporte-pièce. Or, ça,
C'est le piège de la médiatisation. Alors, je vais quand même essayer d'y répondre rapidement. Je m'abstiens de commenter les penseurs je veux dire, ce sont des penseurs très hétérogènes. Je ne les mettrai pas sur le même plan, mais ça vous êtes libre de vos exemples, ça n'a pas d'importance. Mais ça a quand même une certaine importance dans la mesure où justement la médiatisation fait que on peut accéder au rang de penseur alors qu'on n'en est pas un. Bon. C'est le piège de la médiatisation, c'est la facilité de la médiatisation. Et bon, je ne veux pas taper sur les journalistes, mais il faut quand même bien dire, et je ne pense pas spécifiquement à Zemmour, je ne fais pas de cas de particulier, mais il faut quand même bien dire qu'il y a un certain nombre de journalistes qui se sont autoproclamés penseurs et qui auraient mieux fait peut-être de rester encore quelques années à l'école de la pensée avant de se lancer. Mais enfin, ça c'est bon. Mais ce que votre question soulève, c'est l'impact que la pensée peut avoir sur l'actualité. Et là, vous avez raison. Vous avez raison parce que si un penseur est véritablement tel, il doit être doté d'une certaine lucidité. Je dirais même que c'est sa qualité première. Ne pas se laisser piéger par la langue de bois, par la rhétorique, par tous ces discours que l'on nous assène à longueur de journée. Donc, si la lucidité, le courage intellectuel sont les premières vertus d'un penseur, il est certain que le message qu'il risque de délivrer a toute chance d'être quelque peu anxiogène. Mais je dirais qu'un bon penseur, un penseur responsable, c'est aussi quelqu'un qui, en même temps qu'il délivre un message anxiogène par la force des choses, c'est celui qui vous délivre l'antidote. Pour moi, les grands penseurs, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, sont toujours ceux qui vous donnent à la fois, pour reprendre une métaphore alchimique, le poison et le remède. Et je dirais même, ils vous apprennent comment fabriquer le remède à partir du poison. Je pense que ça, c'est la tâche d'un vrai penseur. C'est pas de vous cacher la réalité, à supposer qu'il soit capable de la discerner. Mais c'est de vous donner les moyens de vous défendre contre elle s'il est nécessaire, de vous protéger ou bien d'aller au combat. Le problème, ça dépend des situations. Mais on ne va pas au combat désarmé, on n'y va pas pour se faire tuer automatiquement. On va au combat pour être efficace, pour taper juste, là où il faut, sans trop, ni pas assez de force. Donc, voilà ce que votre question m'inspire. Un grand penseur qui parfois a vraiment autre chose à faire, si vous voulez. C'est pour ça que des grands penseurs comme Heidegger n'ont jamais été devant les médias, qui à l'époque étaient effectivement beaucoup moins développés. Il faut le dire aussi. Mais c'est surtout celui qui va être capable de vous donner les deux à la fois, la lucidité et la capacité de supporter la douleur, je dirais, de la lucidité. Tout à fait. Oui, vous utilisez cette formule à propos de la connaissance. La connaissance est une douleur autant qu'elle est un remède. Je crois, j'ai trouvé cette formule. Oui, ça, disons que c'est l'alchimie qui m'a beaucoup inspiré des formules de ce genre. Parce que, si vous voulez, l'esprit de l'alchimie, de la transmutation alchimique, qui n'est pas du tout, enfin bon, je ne veux pas me lancer là-dedans parce que je serais trop longue. Non, si vous voulez, c'est à fabriquer le remède justement à partir du poison. Et ça, c'est vraiment l'arme absolue. Hein. Parce que quand vous savez fabriquer le remède à partir du poison, vous êtes comme la salamandre, comme la salamandre qui traverse le feu. Vous pouvez affronter les épreuves. Tout à fait. Et vous avez raison de souligner que sur des médias comme Salamandre ou sur Baglis, on a tout à fait le temps, on prend le temps justement de faire des vraies réponses. Et ça, c'est un luxe inégalable. Nous sommes riches donc. Oui.
Guy vous demande, si l'on admet que la vente de ce bonheur caricaturé est bon marché et l'apanage du marketing, pensez-vous que nous sommes en 2016 au sommet de cette caricature, ou bien pensez-vous que les temps qui arrivent vont continuer encore vers cette culmination égotique et mercantile? Merci. Bah, écoutez, je crois que, enfin, on ne sait jamais parce que Est-ce ça que ça peut peut être toujours pire? être pire. Bon, mais j'ai le sentiment que depuis quelques années, non seulement il y a des courants contraires qui Oui. commencent à se faire entendre, que ce soit, bon, tout le monde connaît, que ce soit dans le développement durable, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit dans les modes de vie alternatifs, etc. Bon, on a employé, en 68, on employait l'expression de contre-culture. Bon, Mhm. il y a quelque chose de cela, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements aujourd'hui qui tendent à dire, bon, écoutez, ça suffit, on se calme, et si vous voulez nous envoyer à la mort, à la contamination, à la pollution, etc., etc., ou à la mort par stress, eh bien, nous n'irons pas, nous résisterons, etc. Donc, il y a déjà ça qui se dessine, me semble-t-il, et qu'il faut prendre en compte. Mais il y a aussi le fait que, alors là, c'est un diagnostic que je hasarde. Je pense que nous sommes déjà confrontés à des difficultés telles. Et à mon avis, ça ne va faire que s'aggraver. Ça ne peut pas faire autrement que s'aggraver, que ce soit l'insécurité, que ce soit le chômage, que ce soit le délitement des sociétés, la rupture des liens sociaux qu'on n'a pas bricolé, ravaudé à coups de bons sentiments. Ça c'est une illusion. Je pense que nous allons être confrontés à des situations qui, si elles ne sont pas des situations de guerre, ne seront pas loin, et que par conséquent, nous allons être obligés de revenir à l'essentiel. Mhm. Je pense que là, nous n'aurons pas le choix. Il va bien falloir, parce que ce sera une question de survie. Alors, je ne veux pas du tout avoir l'air de faire des prédictions apocalyptiques, mais enfin, bon, il suffit d'écouter autour de soi, il suffit d'écouter les experts fiables, il suffit de sentir ce qui est dans l'air du temps, et on se rend compte que on ne pourra pas continuer comme ça. Donc, il va bien falloir s'adapter, et la quête d'un bonheur de compensation, à mon Mhm. avis, va s'effondrer. Elle s'est déjà effondrée pour beaucoup de gens, hein. C'est ce qui est encourageant d'ailleurs. Oui. Oui, Plus les oui, illusions s'effondrent vite, mieux ça vaut. oui, et puis comme vous le disiez, vous le soulignez, maintenant on sent très, très concrètement que des initiatives Oui. s'ancrent maintenant pour essayer de changer les choses, faire du lien, rebattre les cartes, quoi, tout simplement pour un autre Oui, modèle. tout à fait, tout à fait. On Vivre sent autrement, vivre vivre autrement, autrement. Ouais. on sent, Et en on sent- plus, ça marche. Et en plus, ça marche. ça nous permet Voilà, mais non, mais c'est vrai. Les maisons autonomes, la moindre consommation, ne serait-ce que ça. La moindre consommation. Alors évidemment, vous comprenez, on vous culpabilise parce qu'on vous dit oui, mais rendez-vous compte, si vous consommez moins, vous allez créer du chômage. Et vous oui, êtes culpabilisé en vous disant non, je ne peux pas faire ça quand même, c'est pas bien. Je vais mettre des gens au chômage, il y en a déjà assez. Mais effectivement, si vous voulez, je crois que quand Karl Marx, que je cite rarement, mais enfin, bon, de temps en temps, disait que le capitalisme allait s'auto-détruire, mhm, je pense que c'est quand même une idée profonde. Bon, je l'ai dit, le communisme s'est autodétruit aussi, hein. Donc, c'est le propre de tous les systèmes. Euh, et si vous voulez, un système, c'est une autorégulation possible, à commencer par un organisme humain d'ailleurs. Et quand l'autorégulation ne se fait pas, et c'est ça le soin, hein, le soin, au fond, on pourrait dire, c'est veiller à ce que tous les systèmes, tous les organismes garde cette capacité d'autorégulation. Vous voyez, mhm. je viens de trouver en fin d'émission la formule que j'aurais au fond aimé dire plus tôt. Euh, c'est ça le soin. C'est ne pas trop intervenir, mais intervenir s'il le faut pour relayer cette autorégulation quand elle est en panne. Ça arrive, hein, il y a des pannes d'autorégulation. Mais n'en faire pas trop. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les méthodes plus douces ont du succès.
Parce qu'on sent bien la violence qu'il y avait dans les méthodes anciennes. Donc on revient à une agriculture moins agressive, on revient à des traitements médicaux moins agressifs, on revient à des... Enfin, on essaye de revenir à des pratiques sociales moins agressives, etc. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a agression, vous endommagez le système d'autorégulation. Vous l'empêchez de fonctionner comme il faudrait. Et je pense que c'est ça le soin. Dans tout l'ordre, prendre soin, c'est surtout veiller à ne pas endommager ce qui pourrait, juste avec un peu d'aide. Vous voyez, c'est pour ça que, par exemple, moi j'applaudis à toutes les initiatives qui vont vers l'autonomie des individus. L'homme qui a inventé le microcrédit, Oui, le prix c'est Nobel. magnifique. Ah oui, ça fait. C'est magnifique ce qu'il a fait là. Oui, il a sauvé des centaines de Parce milliers de qu'il a personnes. sauvé la dignité des êtres, Mm. et des plus pauvres, qui plus est. En même temps, il a sauvé leur autonomie. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement réservée, voire hostile, à toutes les formes d'assistanat. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments, ça aussi c'est question de nuance, il y a des moments précis où effectivement il faut prendre en charge parce que la vie est en jeu, ou la santé, ou l'équilibre psychique, etc. Mais aussitôt que possible, lâcher cet assistanat. Parce Mm. que euh, le soin que l'on peut porter aux autres et à soi-même, c'est surtout de ne pas détruire cette capacité d'autonomie de l'individu, qui est sa dignité, qui est son autonomie matérielle et qui est sa raison de vivre. Parfait. Autonomie et dignité comme point culminant du soin que l'on peut s'apporter à soi-même. C'est une parfaite conclusion à nos échanges. Merci Merci. et merci Merci. à ceux et celles qui ont posé des questions auxquelles j'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à répondre. Mais ça s'est entendu, ça s'est communiqué, ça s'est entendu. Merci à vous. Je rappelle votre Au livre, revoir. Prendre soin de soi, enjeux et critiques d'une nouvelle religion du bien-être, aux éditions Almora. Ruez-vous dessus, c'est un excellent livre. En vous remerciant. Merci, merci. Merci.